Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique consacré aujourd'hui à la noyade de l'exécutif dans la vague des Gilets jaunes. Des policiers débordés et épuisés, des manifestants désespérés et des casseurs ultra-violents, bienvenue dans la France d'Emmanuel Macron. 412 arrestations, 378 gardes à vue ont été recensées uniquement à Paris la semaine dernière. Les enchères sont ouvertes pour cet acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. 89 000 membres des forces de l'ordre sont prévus sur le territoire, dont 8 000 uniquement pour la capitale. Et l'équipe dirigeante du pays semble craindre le pire. Macron peut-il reprendre la main sur la France? Castaner peut-il rétablir l'ordre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Xavier Hofer. Merci Xavier Hofer d'être avec nous. On vous connaît bien, vous êtes criminologue. Alors, évidemment, on a vu que la situation était relativement explosive ces derniers temps en France. Que se passe-t-il? Je crois que ce sera un service à rendre à tout le monde, à tous les auditeurs. Il faut repartir des fondamentaux. Fondamentaux dont la négligence, l'oubli est à l'origine de tout ce qui se passe à présent. L'origine de tout, c'est que les nations et les peuples existent. Surprise! Et donc, comme ils existent, ils ont des caractéristiques. J'ai jamais vraiment... j'ai toujours été dubitatif sur les histoires de grands remplacements, etc. Certes, il y a des mélanges dans les banlieues des métropoles, mais partout ailleurs, la France des origines, elle est là. Elle est toujours là. Et cette France-là, elle est féroce. Voltaire disait « Les Français, ce peuple dur et léger ». Ils sont capables de s'amuser, ils sont capables de plaisanter, ils sont capables de faire des jongleries intellectuelles, mais le moment venu, et le cas échéant, ils peuvent être fort méchants. Et donc quand on prend son information dans les notes de conjoncture de Goldman Sachs ou autres, ou qu'on est uniquement en petit cercle avec ses copains et puis ceux qui sortent de la même école et ceux qui sont dans les beaux quartiers avec vous, naturellement, ou vous l'oubliez ou vous l'ignorez. Le peuple français est féroce. Et donc tout le monde le savait à l'Élysée jusqu'à ce que Macron y arrive. Le général de Gaulle en était ô combien conscient, Mitterrand aussi, Giscard et même Sarkozy. Sarkozy était pénétré de l'idée qu'il ne faut pas traiter comme un autre un peuple régicide. Des peuples, je veux dire, non pas où il y a eu un attentat où le président ou le roi a été tué, mais des gens qui délibérément ont pris le souverain et qui lui ont coupé la tête ou alors qui lui ont mis une balle dans la nuque. Il y en a 3 au monde. Il y a, à l'ONU, il y a 200 pays, il y en a 100 qui sont un peu factices, quoi. C'est juste un hymne national, un drapeau et pas grand-chose derrière. Il y a une centaine de vrais États-nations. Sur la centaine de vrais États-nations, 3 sont des peuples régicides. Les premiers, les Anglais, avec Charles Ier, les deuxièmes, nous, avec Louis XVI, et les troisièmes, naturellement, la famille du tsar, la Russie, en juillet 1918. Ce sont des peuples auxquels il faut faire très attention. Il faut les manipuler comme des explosifs, à savoir qu'ils ont comme caractéristique d'accepter, de subir, et de subir, et de subir, et d'un seul coup, ils renversent violemment la table. Ça y est, ils ont renversé la table. Au cas où certains ne se seraient pas encore aperçus de la chose, vous avez vu, les Anglais, l'Union européenne, les enquiquinent avec ceci, la couleur des poireaux, là, bon, et bien pire encore, 2 fois, 3 fois, 10 fois, boum, Brexit. Les Russes, pas la peine de vous dire, octobre 17, et la France, régulièrement, ils renversent la table quand ça leur va pas, quoi. C'est toujours extrêmement brutal, c'est toujours très violent, et pour l'essentiel, c'est toujours imprévisible. Alors maintenant, le deuxième point fondamental qu'il faut bien avoir en tête à la veille d'un jour un peu impressionnant quand même, d'après ce qu'on entend à droite et à gauche, c'est que dans l'histoire de France, jamais il n'y a eu d'actes de violence comme ceux qu'on a vus samedi de la semaine écoulée depuis 1830.
Donc rien à voir avec mai 68, par exemple. Rien à voir avec mai 68, rien à voir avec le 6 février 34. Bien entendu, la Commune, c'était autre chose, c'était des armées, c'était des troupes, c'était une insurrection à caractère militaire. Mais dans le genre émeute urbaine, etc., c'est la première fois depuis les Trois Glorieuses, depuis 1830. Imaginez alors justement, ça. Voilà, ça c'est Xavier les Hofer, fondamentaux. On a vu que Christophe Castaner, qui était depuis peu de temps au ministère de l'Intérieur, a semblé très choqué de ce qui s'est passé le samedi dernier. On va regarder son audition à la commission d'enquête parlementaire. On va regarder quelques-uns de ses propos. Les scènes survenues samedi à Paris, mais dans de nombreuses autres villes de France, et pas seulement dans des grandes villes, sont d'une violence rarement atteinte. C'est extrêmement grave. Ce que nous avons vu samedi est à la fois honteux, indigne de notre pays et de notre histoire. Le mouvement des Gilets jaunes se distingue très fortement des mouvements revendicatifs que l'on a pu connaître par le passé, avec plusieurs caractéristiques différentes. Et ça rend compliqué l'appréhension à la fois du sujet et la meilleure façon d'organiser notre défense. Nous avions proposé un rassemblement sur le Champ de Mars, tôt le matin. Des éléments proches de l'ultra-droite ont attaqué le périmètre de protection qui avait été mis en place autour des institutions de la République sur le rond-point des Champs-Élysées. Il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de responsabilité. L'État se retrouve seul à gérer un mouvement totalement désorganisé avec toute la difficulté que cela implique. Quelle impression donnent ces déclarations, finalement? On a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, Christophe Castaner. Vous avez vu le pauvre homme, là, il lit des notes. La France est à feu et à sang, il lit ses petites notes. Enfin quoi? Enfin, je vais vous dire mon sentiment. Ça fait depuis 30 ans et plus que je suis ces affaires-là. Il fallait trouver quelqu'un qui soit à ce niveau-là, pas fait pour être ministre de l'Intérieur. C'est quand même un exploit. Hein, il est pas bon du tout, quoi. Finalement, Gérard Collomb, il l'a senti venir un peu, cette révolte. Mais il est parti au bon moment. Mais évidemment, il l'a senti venir. Et il l'a senti venir. Il a compris qu'à un moment donné, la tâche d'avoir à rétablir l'ordre dans des circonstances pareilles, que ce soit dans les banlieues, c'est-à-dire avec les éléments qu'on connaît, les racailles, etc., ou que ce soit dans la France profonde, c'était au-dessus de ses forces. Et donc, il a préféré partir avec beaucoup de sagesse. Alors, on a vu que plusieurs bâtiments officiels avaient été fermés, que certains personnels des ministères ont été invités à ne pas aller travailler. On a vu également plusieurs déclarations qui consistaient finalement à faire comprendre que l'exécutif avait peur, ni plus ni moins. Ils ont raison d'avoir peur. Est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes ciblés? Est-ce que les personnels de l'État, entre guillemets, peuvent être ciblés? Je n'ai pas l'impression, mon sentiment est ce qui me remonte. Vous savez que je connais beaucoup de magistrats, beaucoup d'officiers de gendarmerie, beaucoup de commissaires de police, de par mon métier de criminologue. Hein. J'avais beaucoup d'anciens étudiants parmi tous ces gens-là. Et ce qui me remonte, c'est que la colère essentielle va à Macron et à ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que, d'abord, quand je vous disais que le peuple français existe, partout en province, sur les barrages, sur les barricades, partout il y a ces formes de solidarité autour des Gilets jaunes. C'est la France des origines, c'est les Français de souche, comme diraient de façon méprisante les énarques autour de M. Macron. Ces gens-là, ils n'en veulent pas aux fonctionnaires, ils n'en veulent pas aux policiers, ils n'en veulent même pas aux gens de l'administration dans ses couches les plus modestes, qui ont les mêmes problèmes qu'eux, qui sont confrontés aux mêmes soucis qu'eux. Ils en veulent au président de la République et à ceux qui lui ressemblent. C'est ça. Vous verriez les horreurs écrites sur les banderoles. Enfin, on les voit, il suffit de regarder. Il suffit de les voir, ouais. Et même, je dirais que parmi les éléments inquiétants, il y a le fait que la colère des femmes envers Madame Macron, ça commence à sentir Marie-Antoinette, quoi. Mais je peux naturellement pas rapporter les horreurs en question, mais c'est violent, quoi. Que tout le monde aura vu, sans doute, d'ailleurs. Ben, il suffit de regarder. Moi, je suis pas là pour dire des méchancetés ou des horreurs, mais c'est grave. Donc cette population-là, je veux dire, on a commencé par les traités de chemise brune. La peste brune, a dit Gérald Darmanin, ministre du Budget. Voilà. Après ça, on a dit que c'était des sauvages. Après ça, on a dit que c'était des Gaulois réfractaires. Auparavant, quand ils
s'était agi d'essayer de remettre un peu d'ordre dans les banlieues et qui avait, M. Borloo qui s'était proposé de ça, le président Macron l'a traité de mâle blanc, quoi. Alors, être un homme et être blanc, c'est pas bien. Mais c'est quand même, en gros, la majorité de la population. À l'heure actuelle, on ne parle pas de la Seine-Saint-Denis, mais c'est un peu exceptionnel. Mais dans la Creuse ou dans les Ardennes ou en Corrèze, c'est quand même ça, quoi. C'est eux qui bossent. Alors, ils se font injurier, ils se font cracher à la figure. Et donc, c'est envers ceux dont ils se rendent compte, dont ils ont réalisé au bout d'un moment le mépris de caste, l'espèce de dédain et leur consort médiatique, là, c'est ça, la colère. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que justement le peuple avait une colère assez concentrée sur la tête du pouvoir, pas contre les fonctionnaires, notamment les forces de l'ordre. Pour autant, on a vu que la situation était très difficile pour les forces de l'ordre. On l'a vu la semaine dernière sur les Champs-Élysées, où la gestion était un peu particulière, puisqu'on a prévu de faire une manifestation sur les Champs-Élysées, où les barrages filtrants finalement empêchaient la majeure partie des manifestants d'entrer pour des raisons de logistique, tout simplement, ce qui les a poussés vers la place de l'Étoile. On a vu de nombreux membres des forces de l'ordre aussi blessés. C'est un peu paradoxal parce que finalement, on sait que les conditions de travail de la police sont déplorables. Et finalement, on se dit qu'il pourrait y avoir une convergence des protestations, au moins avec les Gilets jaunes. Oui, mais sur le terrain, à partir du moment où on est sur un champ de bataille, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors d'abord, il n'y a pas d'endroit en France sur lequel la police, et notamment la police implantée à Paris et agissant à Paris, est plus familier que l'ensemble Champs-Élysées, Palais de l'Élysée, Place de l'Étoile. C'est leur terrain de jeu depuis, plus d'un siècle. Ils savent faire. Et donc, si les choses se sont passées ainsi, c'est qu'il y a eu un piège. C'est qu'il y a eu un traquenard. C'est que délibérément, on a laissé faire les choses. Enfin, comment se fait-il qu'avant toute manifestation, 2 ou 3 jours avant, systématiquement, on envoie des policiers en civil là où il y a des travaux et qu'ils appellent Monsieur Vinci, Monsieur Bouygues ou n'importe quoi en disant sortez vos trucs. Et là, ça n'a pas été fait. On a laissé tout ce qu'il fallait pour que l'émeute prenne de la consistance, pour qu'il y ait des barricades, etc., se faire. En plus de ça, le pauvre Castaner, là, il parle, il dit l'extrême droite. C'est vrai, il y a eu un groupe... je sais pas, identitaire, bastion social, je sais pas trop quoi, qui, à un moment ou à un autre, se sont réunis le matin. C'était une réunion totalement clandestine. Ils se sont réunis devant leur local, chez eux. Alors, ils sont partis tranquillement. Toutes les caméras les ont suivis les unes après les autres. Ils sont arrivés absolument sans encombre jusqu'à la place de l'Étoile. Et là, ils ont pu commencer à s'agiter. Personne ne les a interceptés. Personne ne les a arrêtés. Alors à quoi on joue? Et puis un quart d'heure après, les Black Blocs, je sais pas trop quoi, sont arrivés par un autre bout, et la danse a commencé. Mais systématiquement, alors soit, pour dire les choses clairement, le préfet de police n'a pas une réputation nickel, quoi. Il a un peu la réputation d'Is No Good, d'un type qui, prend pas ses responsabilités, qui après ça fait porter le chapeau à ses adjoints, quoi. C'est pas un homme, semble-t-il, d'une grande... Il s'était déjà illustré plus ou moins pendant les auditions de l'affaire Benalla, je crois. Voilà, exactement. C'est pas moi, c'est les autres. Il est très fort pour ça. Donc vous ajoutez un ministre de l'Intérieur dont l'exploit consiste à être pire que M. Cazeneuve. Vous ajoutez à ça un préfet de police dont les gens se demandent si c'est du lard ou du cochon. Et puis après ça, vous avez l'homme qui était censé être le ministre de l'Intérieur bis, là, M. Nunez, qui est un bon policier, mais qui a pas, c'est pas Napoléon au pont d'Arcole, quoi. Il a un peu tendance à dire oui à tout le monde. Alors au bout du compte, vous appuyez sur les boutons et rien ne se passe. Ce qui s'est passé, c'est que manifestement, il y a eu une provocation. On a laissé faire des choses de manière à discréditer, à dire voyez, le ventre est encore fécond, la bête immonde, des trucs habituels, quoi, fascistes et tout. Eh ben en réalité, c'est pas comme ça. Mais ce qui s'est passé pose quand même des questions qui sont cruciales. Où est le renseignement intérieur? Pourquoi personne
n'a averti de cette histoire de gilets jaunes. Jamais en termes d'insurrection, jamais en termes d'émeutes, jamais en termes de crimes, jamais en termes de terrorisme, il n'y a jamais de génération spontanée. Il n'y a pas un type qui se réveille le matin en disant « Tiens, je vais tout casser dans Paris » ou « Tiens, je vais me mettre un gilet des explosifs et me faire sauter dans la foule ». Il y a toujours une gestation. La gestation est très longue. Le travail du renseignement intérieur consiste à voir les gestations et en avertir l'appareil d'État. Je peux vous garantir qu'une semaine avant le grand coup de colère, le début du rock'n'roll là, avec les gilets jaunes, personne n'était au courant. Pourquoi ? Nous avons d'excellents services de renseignement. Tout le monde nous les envie. Ils sont les meilleurs au monde, dans la catégorie des 3-4 premiers, intérieur comme extérieur. Pourquoi personne ne se sert de ça ? Alors, il semble que, à la jonction entre ces services qui auraient dû avertir, et sans doute savait-il énormément de choses, et l'Élysée, il y a une sorte de peur parce qu'il est arrogant, parce qu'on peut se faire virer, parce qu'il écoute personne. Et bien, à la fin, on renonce à lui dire. Voilà ce qui se passe. Vous savez, l'origine de la raison pour laquelle l'Union soviétique a été ravagée complètement pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chef du renseignement militaire soviétique va voir Staline et lui dit « Les nazis vont nous attaquer le 21 juin 1941 ». Ils avaient tous les plans, la fameuse affaire Sorgue, etc. Réponse de Staline « Jamais mon ami Hitler ne me fera ça ». Qu'est-ce que vous voulez faire là ? Pourquoi faire du renseignement ? Le type dit « Peu, pas vrai, il ne se passe rien ». Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, défaut d'écoute, défaut même d'imaginer ce qui pourrait se passer avec, comment dire, la foule, quoi, hein, exactement. Et à la fin, des petites manœuvres, sans doute plus au niveau de la préfecture que ordonnées par le gouvernement, de faire en sorte que ça parte en quenouille, que ça dégénère et qu'on en fasse porter la responsabilité aux manifestants. Voilà. Alors justement, ça a considérablement dégénéré. On a vu les CRS à plusieurs reprises dans des difficultés assez impressionnantes. On va regarder quelques images. Bouclier! Bouclier! Ils ont dû bien dormir le soir, les CRS, quand même. Non mais vous vous rendez compte, en plein Paris, au XXIe siècle, des scènes d'émeutes comme ça, on est à Mogadiscio ou quoi? Non mais c'est grave. C'est grave parce que, en même temps, vous savez, j'ai jamais été un grand partisan du libéralisme à l'américaine. Le libéralisme à l'américaine, la côte ouest, Californie, en réalité, c'est une machine à dissoudre, c'est une machine à émietter, c'est une machine à faire en sorte que les gens restent bien sagement chez eux. Et c'est un dissolvant terrible aussi pour l'appareil d'État. L'appareil d'État soumis à ce régime-là, il a l'air de ressembler à ce qu'il était avant, mais en fait c'est factice parce que tout est rongé de l'intérieur. Une compagnie de CRS, en 1968, c'était 120 hommes. Aujourd'hui, c'est 60 ou 65. Alors voilà, on peut faire le malin en disant nous avons tant de compagnies de CRS, ok, ça fait une soixantaine. Ceux qui sont en formation, ceux qui sont en congé de maladie, ben voilà, tout a diminué de moitié. Donc en réalité, on n'a plus tant de force que ça. Et concrètement, on en a suffisamment pour maintenir l'ordre ou pas? Ou est-ce que finalement, le problème de la semaine dernière et peut-être même de ce samedi, c'est finalement qu'on n'a pas assez d'hommes des forces de l'ordre pour contrer les manifestants et surtout ceux qui ont envie d'en découdre? Eh bien, la faute à qui? C'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. Vous savez, c'est pas le jour où ça flambe qu'il faut commencer à se dire je devrais peut-être acheter une police d'assurance. C'est avant. Vous savez, depuis le 19e siècle, c'est devenu proverbial pour les Français, on dit gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qui a été prévu dans cette affaire-là? Personne. Vous voyez, l'endormissement généralisé du libéralisme à l'américaine
c'est-à-dire les trucs à ce que j'appelle un peu taquin, la DGSI, la Davos, Goldman Sachs, idéologie, le truc là un peu pour endormir les gens, Davos, tout ça, tout va bien, la mondialisation heureuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé les gens, pendant 20 ans, 30 ans, devenir de plus en plus isolés, le petit consommateur gentil chez lui, voir le foot à la télé. Mais là, ce qui s'est produit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui ont été sur les barrages, les gens qui ont été sur les barricades, ceux qui sont venus manifester, ils ont redécouvert quelque chose dont ils avaient perdu le goût. Ils ont trouvé des camarades de combat. Ils ont retrouvé le sens de la fraternité. C'est ça qui est en train de se produire. Et là aussi, c'est une formule un peu amusante, mais ça recouvre une réalité très grave. Une fois qu'on a fait sortir le dentifrice du tube, c'est très difficile de le faire rentrer par la suite. Là, le dentifrice est sorti du tube. Les gens ont pris le goût du social, le goût de la confrontation en commun, d'avoir un type à droite, un type à gauche et de foncer. Mais ce goût-là, c'est le goût de la meute. Une fois que vous avez réveillé la meute dans l'homme. Et le crime du président actuel et de son entourage, c'est d'avoir laissé faire en sorte que ça se produise. Tous les autres présidents de la Ve République étaient conscients du fait qu'ils étaient au sommet d'un truc un peu fragile qui était l'appareil d'État d'un peuple régicide. Le peuple, là, il est en train de se réveiller. En plus de ça, c'est le peuple des origines. Vous savez que j'ai pas non plus une passion pour le journal Le Monde. Et donc, hier, ils viennent de comprendre. Ils ont dit oui, la France des banlieues n'a pas l'air de beaucoup s'impliquer dans les affaires de Gilles. Et pourtant, et pour cause, si la France des banlieues, elle arrive dans les barrages et dans les barricades, je sais pas, c'est sûr qu'ils soient bien reçus, quoi. Alors, en tous les cas, on a vu là pas mal d'images où les CRS étaient acculés, obligés de reculer. Il n'en reste pas moins qu'on a également entendu beaucoup parler de la répression policière, de l'usage de canons à eau qui était peut-être un peu prématuré au vu de, surtout sur le premier samedi de mobilisation où les débordements étaient assez faibles et où les canons à eau sont arrivés assez tôt. On va regarder un petit florilège de tweets sur Twitter, de fait, où les gens ont l'air de s'inquiéter aussi de cette dérive, entre guillemets, autoritaire. Si ça continue comme ça, la France se dirige vers une guerre civile et une dictature militaire. Aux USA, les policiers abattent tout citoyen menaçant avec une arme même factice. En Russie, en Chine, les opposants sont torturés et enfermés. Et j'entends dire qu'en France, on est en dictature. J'hallucine. Le danger est l'extrême droite à la manœuvre derrière les gilets jaunes. L'Élysée craint un noyau dur de plusieurs milliers de personnes venues pour casser et pour tuer à Paris samedi. L'annoncer, n'est-ce pas déjà le provoquer? Semer la peur et encourager le chaos? Ce pouvoir n'a donc rien trouvé de mieux pour se sauver lui-même. Les lycéens mobilisés sous un déluge de flashballs et de gaz lacrymo. Les violences policières se multiplient en marge des blocages d'établissements. Autre propos entendu de multiples fois chez les Gilets jaunes, les policiers et CRS se déguiseraient en manifestants pour provoquer des affrontements avec les forces de l'ordre et casser du mobilier urbain. La démocratie en marche. Gilets jaunes, l'utilisation de blindés envisagée à Paris. Alors d'abord, une courte réaction sur ce dernier tweet. On a entendu parler de ces hypothétiques blindés qui viendraient à Paris pour essayer de prêter main forte aux forces de l'ordre. C'est probable? Oui. C'est annoncé, ce ne sont pas des blindés de l'armée, ce sont les blindés de la gendarmerie. C'est le régiment de chars de la gendarmerie de Rambouillet, et c'est grave, c'est l'ultime rempart de la République. C'est à voir que si jamais il y a une insurrection folle à Paris, c'est les régiments de chars de la gendarmerie de Rambouillet qu'on fait monter, jamais en mai 68, hein. Mais là, oui. Donc ça veut dire qu'un régime paniqué, et voilà. Les militaires en privé disent que c'est une sottise. Enfin, ils disent plus violemment que ça, quoi. Ils disent que, naturellement, les chars en question ne vont pas tirer sur la foule. Hein, c'est pas le cuirassé Potemkin et les escaliers d'Odessa, quoi. Mais en revanche, ils peuvent prendre des cocktails Molotov. Donc se faire allumer des blindés, si jamais il y a des images de blindés de la gendarmerie en train de cramer, ça ne va pas faire... Oui, ça sera le cap d'après les Manitou voilà. Et les grues de la semaine dernière. Je voulais vous dire très clairement ceci. Le maintien de l'ordre à Paris et dans la région parisienne, il est réglé comme du papier à musique. Nous avons, avec la préfecture de police, l'instrument policier le plus ancien et sans doute le plus perfectionné du monde.
Les gens du monde entier viennent visiter la salle de commandement, là, vous savez, le grand bâtiment en face de Notre-Dame. Donc il se passe là-dedans, c'est quelque chose, mais c'est un orchestre d'une extrême finesse et d'une extrême complexité. S'il y a eu les débordements en question, c'est que soit, à un moment donné, il y a eu incompétence au sommet, ou soit qu'on ait laissé faire. Mais dans les deux cas, soit qu'ils aient été nuls, soit qu'ils, délibérément, par cynisme, ils aient laissé faire, c'est quand même pas quelque chose d'optimal, quoi. Il s'agit de la capitale du cinquième ou sixième pays du monde. On laisse pas des choses comme ça se passer. Donc soit par impéritie, soit par goût de semer le gâchis et la pagaille, on a laissé faire et c'est pas bon, quoi. Alors on a vu que jeudi, vendredi, l'exécutif était très inquiet de ce qui pouvait se passer. On a vu notamment Édouard Philippe faire des appels au calme nombreux à l'égard de tous les dirigeants politiques, de tous les partis. Et on a vu un concert de députés de La République En Marche appeler au calme sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'en regarder quelques-uns parce que c'est vraiment très convaincant. Des pavés jetés, des routes bloquées, des gens empêchés d'aller à l'hôpital. Stop. Je suis triste pour nous. J'ai vu des actes d'une violence inouïe. Rien ne se résout par la violence, ni par le blocage de notre pays. L'essence de la démocratie, c'est de partager nos différences pacifiquement, en discutant pour construire des solutions communes avec vous. Je voudrais par ce message appeler tout un chacun au calme. Je lance donc aujourd'hui, vraiment très sérieusement, un appel à la raison. Mais il nous faut revenir au calme, à l'apaisement. Arrêtons cette violence. Bon, évidemment, la question qui se pose quand on voit ça, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion ? Alors j'ai bien ri. On a vu là les santons de la crèche Macron, les petits santons, vous savez, dans la crèche. Oh, pourquoi tant de haine, etc. Mais ils ne se rendent pas compte, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Je crois qu'à l'heure actuelle, le pouvoir est à la dérive. Et j'ai parlé depuis plusieurs jours avec des dirigeants politiques d'un certain poids. Ils ne voient pas, à l'heure actuelle, mais vous me mettez là maintenant le pistolet sur la tête en disant t'as 5 minutes, je ne vois pas comment trouver une solution pour sauver cette histoire-là. Quoi qu'il se passe pendant la manifestation de demain, mais a fortiori, si à un moment donné ça dérape, ça va être extrêmement difficile de reprendre les choses, quoi. Ça va être très difficile. Que voulez-vous proposer ? Qui y a pour changer brutalement les choses ? Alors, je ne suis pas politicien ni politologue, mais quand même, vous dissolvez l'Assemblée nationale. Vous risquez d'avoir un truc polarisé et ingouvernable. Vous virez le gouvernement, vous mettez qui à la place ? Le pauvre Borloo ? Enfin, écoutez, mais qui a l'autorité d'arriver en disant bon, c'est fini, arrêtez, rentrez chez vous, terminez, et donc on recommence à bosser et tout. Mais si jamais on prend un clown pour faire ça, ou un Castanerbis, ce qui revient au même, vous avez naturellement là toutes les chances que les gens hurlent de rire en disant bon, où on en était, Germaine va chercher les pavés, quoi. C'est à peu près ça. Donc, que faites-vous ? Vous vous rendez compte ? Alors justement, vous dites, je ne suis pas politicien, mais je vais quand même vous poser une question plus politique. Si on observe les dernières semaines de l'exécutif, on a vu cette volonté de garder le cap qui était énoncée sur tous les plateaux télévision pour finalement annoncer un recul terrible. On va regarder un petit montage justement de cet exécutif, c'est criant de vérité. Et c'est pourquoi nous poursuivrons, nous maintiendrons avec force. Et nous irons plus loin et plus fort pour pouvoir permettre au peuple français de vivre mieux le plus rapidement possible. Le cap que nous avons fixé, nous allons le tenir. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires dans les semaines, les mois qui viennent. Mais elles ne seront jamais des reculs. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Le SMIC. Oui. Le SMIC, revalorisation en janvier, on est bien d'accord. Oui. Oui, Il y aura un coup de pouce ou pas ? Notre politique, c'est pas de faire des coups de pouce au SMIC. Notre politique, c'est de faire en sorte que le travail paye. Il n'y aura pas un coup de pouce supplémentaire. Rien de plus. Non ? Avec la prime d'activité et l'augmentation légale du SMIC au 1er janvier,
nous constaterons une hausse de 3% du SMIC net. Dès le mois de janvier 2019, le SMIC augmentera de 1,8%. On garde le cap, mais finalement, on recule à peu près sur tous les plans. Vous savez quoi? J'ai l'impression désagréable, moi qui ai un peu étudié l'histoire, de me retrouver en février 17 en Russie. Ça se termine jamais très bien. C'est ça, quoi, des reculades, des machins, mais oui, mais non, mais peut-être, mais voilà, ah mais oui, mais j'allais le faire, ah bah non, je le fais plus. Enfin, vous avez vu ces clowneries, là? Finalement, on a le sentiment que la dernière chose, le dernier rempart qui maintient encore un semblant d'ordre aujourd'hui, ça reste encore les forces de l'ordre. On a vu qu'ils étaient très éprouvés. On a également vu qu'un petit syndicat qui représentait 3,5%, 4% de la police, le syndicat Vigie, avait déposé un préavis de grève pour ce samedi. Est-ce qu'on peut imaginer une contamination? Est-ce qu'on peut imaginer que finalement la police, sinon rejoignent les Gilets jaunes, mais refusent d'aller au charbon sous les ordres des gens que vous nous avez commentés au fil de cette émission? Ça, c'est déjà vu. C'est le 17e de ligne. Salut à vous, brave piou-piou du 17e, qui a refusé de tirer sur les vignerons en 1900 et quelques. Là. Des fois, l'armée fraternise avec le peuple, ça c'est déjà vu. C'est pas une armée disciplinée, c'est l'armée qui allait faire et gagner la guerre de 14 une décennie après. Hein, donc c'est pas rien comme armée. C'était la grande armée française, avec ses grands généraux et maréchaux. Et bien, à un certain moment, ils ont fraternisé avec le peuple. Ça s'est déjà vu. Donc, à l'heure actuelle, le policier qui vit à 50 km de Paris pour ne pas être logé dans la cité où il y a toutes les racailles en bas de son appartement pour l'attendre, celui qui est obligé donc de circuler en voiture, celui qui a du mal à boucler ses fins de mois, celui dont la femme ne comprend pas bien pourquoi il est mobilisé 100 heures et qu'il n'a pas une heure supplémentaire de vraiment payer au bout du compte. Eh bien, ces gens-là, il se peut qu'à un moment donné, ils se sentent plus d'affinité avec les Gilets jaunes qu'avec M. Macron et consorts. C'est pas exclu, on ne peut pas l'exclure. Déjà que le président Macron s'est conduit moyennement bien avec l'armée française, qui c'est qui commande ici. Il a fait le matamor une fois, enfin, il a même commencé par ça, hein, en traitant le général de Villiers un peu comme un clébard. Après ça, il y a eu qui viennent me chercher avec l'affaire Benalla, etc. Il y a eu là aussi cette ignorance, quoi. Attention, les Français, c'est un peuple un peu avec la tête près du bonnet. On les chahute un moment, mais à la fin, ça passe plus. Il y a eu, deuxièmement, l'affaire Benalla avec la tentative, absurde et inepte de créer une sorte de truc parallèle, etc. La police française, du dernier gardien de la paix jusqu'au directeur général de la police, toute la gendarmerie, déteste les histoires parallèles. Parce que ça menace leur autorité, ça menace leurs compétences, et ça peut donner des cafouillis absolument invraisemblables qui, après ça, leur retombent sur la figure. Ça commence à faire beaucoup, quoi. En plus de ça, j'ajoute, parce que c'est énorme, là aussi, quiconque avait passé 6 mois dans un commissariat aurait dit « faites surtout pas ça ». Les policiers qui étaient sur les Champs-Élysées, on va vous donner une prime. Et les autres qui sont en train de se payer les racailles dans les banlieues, qui prennent des pavés sur la figure et des machines à coudre... 365 jours par an. Pas un sou. Vous faites ça, vous avez tout le monde à dos, quoi. Le gouvernement multiplie les actes stupides et contre-productifs. Il ne faut jamais... Enfin, voilà. Au bout du compte, Lise, je vais vous dire, un jour, il y aura un livre qui s'écrira et qui s'appellera « Tout ce qu'il ne faut jamais, jamais faire pour garder un pays en paix et en ordre ». Ils sont en train de nous le faire, là, phase après phase. Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors effectivement, à un moment donné, le problème de la légitimité de ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi, pour parler clair, commence à se poser. Laisser la place à des gens qui savent faire. Depuis le début, ils nous l'ont joué arrogante, la compétence, etc. Mais quelle incompétence! L'année dernière, pendant qu'il y avait encore M. Collomb, etc., et qu'on avait le macronisme triomphant, 21% de plus de cambriolage.
En France, 21% de plus. Imaginez que vous ayez 21% de plus d'impôts ou que, je sais pas, 20%, c'est énorme, c'est une quantité énorme. 21% de plus de cambriolage. 569 000 foyers français touchés par un cambriolage ou une tentative. Et puis on sait bien... je ne vais plus pouvoir faire Queen et BuzzFeed parce que, heureusement, ils ont crevé. Mais, bah oui, je m'en réjouis, quoi. Donc, en revanche, une fois, j'avais dit dans un cénacle que ceux qui faisaient ça, c'était pas des berrichons. Alors, j'avais eu droit à des sous-entendus racistes de M. Rofer. C'est pas un sous-entendu raciste, c'est vrai. Statistiquement, il y a peu de berrichons dans ceux qui font des cambriolages. C'est un fait, ça n'est pas une interprétation... malveillante, c'est un fait, c'est comme ça. Hein. Donc, à partir du moment où il y a 21% de plus de cambriolage, mais que fait la police ? On ne les paye pas pour qu'il y ait 21% de cambriolage. En plus, 569 000 foyers touchés par ces affaires-là, ça fait 1 600 000 personnes furieuses, obligées de payer des trucs en plus ou moins bien assurées, bien entendu, parce qu'on ne fait pas attention à ça, on le découvre trop tard, qu'il y a une clause qui fait que pas ci et pas ça. Et voilà comment ça se passe. Vous avez vu les incapables ? En tous les cas, ceux qui ont été cambriolés, ceux qui ont été surtaxés, ils sont dans la rue maintenant. Entre autres, parce que ça commence à faire beaucoup, quoi. En plus de ça, les gens âgés, alors la CSG, tous s'entassent, tous s'empilent, et à la fin, on a affaire à des gens qui disent, on sait, vous inquiétez pas, mais quoi, 21% de plus de cambriolage. Si dans tous les domaines, ils sont aussi mauvais que ça, mais on comprend que les gens soient inquiets, quoi. Merci beaucoup, Xavier Rofer. Un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Depuis notre grand retour sur YouTube, c'est possible. N'hésitez pas. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.